L'Union européenne valide le prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine. La Hongrie a levé son blocage. Volodymyr Zelensky espère un premier versement fin mai, début juin. La Slovaquie a annoncé la réouverture par l'Ukraine de l'oléoduc Druzhba qui permet le transit de pétrole russe en Europe. Il était au cœur de tensions entre Kiev, Budapest et Bratislava. Les dirigeants de l'UE se sont réunis à Chypre. Au menu des discussions, les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient, la crise énergétique et les orientations du budget de l'UE. L'Union européenne valide le prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine. Viktor Orban y avait mis son veto et le bras de fer durait avec la Commission depuis des mois. Le prêt de 90 milliards est finalement validé à l'unanimité et Volodymyr Zelensky dit espérer un premier versement fin mai ou début juin. La Commission européenne de son côté indique que le premier versement à Kiev sera effectué dès que possible, une fois que tous les documents juridiques et techniques seront finalisés. Le président ukrainien salue d'ores et déjà un prêt qui rendra l'Ukraine plus résiliente et appelle l'UE à accorder à son pays une adhésion complète. Le déblocage de la Hongrie sur le dossier du prêt intervient après la défaite de Viktor Orban aux législatives et la reprise des livraisons de pétrole russe à Budapest. Volodymyr Zelensky a annoncé en début de semaine la fin des travaux sur l'oléoduc Druzhba, le tube qui achemine le pétrole russe bon marché vers la Hongrie et la Slovaquie. De leur côté, les Européens ont approuvé un 20e paquet de sanctions contre la Russie. Les mesures visent le système bancaire et le pétrole russe. C'est la fin d'un bras de fer qui dure depuis plusieurs mois. Très tôt ce jeudi matin, le transit de pétrole russe vers la Slovaquie a repris du service via l'oléoduc Druzhba, dont une partie traverse l'Ukraine. Endommagé lors d'une attaque russe en janvier, sa réparation était au cœur de tensions entre Kiev d'un côté et Budapest et Bratislava de l'autre, qui dépendent du pétrole russe. Alors qu'un prêt de 90 milliards d'euros avait été accordé par les 27 à l'Ukraine, Viktor Orban avait refusé de signer cet accord tant que Kiev refuserait de rouvrir l'oléoduc. Myslím si, že otvorenie ropovodu Družba dnes ráno o 2:00 je jasným potvrdením, že ropovod Družba nebol poškodený. Viete, o čom hovorím. Nebol poškodený a ropovod Družba a ropa boli použité ako nástroj v geopolitickom súboji, ktorý momentálne prebieha. Volodymyr Zelensky participe ce jeudi à Chypre à un sommet informel des dirigeants européens. Réunion au cours de laquelle le prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine a été définitivement validé. Sur le front, l'armée de Kiev est toujours en difficulté, mais au mois de mars, et c'est une première depuis le début du conflit, Moscou n'a réalisé aucun gain territorial selon l'Institut américain pour l'étude de la guerre. Les dirigeants de l'Union européenne se sont réunis à Chypre pour un sommet informel. Au menu des discussions, la guerre en Ukraine ainsi que celle au Moyen-Orient, l'aggravation de la crise énergétique et les orientations du budget à long terme de l'UE. Ce sommet a également marqué le lancement d'un processus interne visant à établir une clause d'assistance mutuelle au titre de l'article 42.7 des traités de l'UE, qui pourrait à terme se substituer à l'article 5 de l'OTAN si les États-Unis venaient à se retirer de l'Alliance, une hypothèse évoquée à plusieurs reprises par le président Donald Trump. Cette disposition est l'une des priorités du président chypriote, son pays n'appartenant pas à l'OTAN et ne pouvant donc pas bénéficier de la protection de l'article 5. Autre sujet majeur, la fermeture du détroit d'Ormuz, qui fait peser une pression croissante sur l'approvisionnement énergétique de l'Europe. Viktor Orban n'a pas participé à la réunion. Le bureau du Premier ministre sortant hongrois a indiqué qu'il ne s'y rendrait pas, invoquant la passation de pouvoir au nouveau chef du gouvernement élu, Péter Magyar. Deux des vétos hongrois, l'un concernant le prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine et l'autre le 20e paquet de sanctions contre la Russie, ont été levés plus tôt jeudi suite à la reprise des livraisons de pétrole russe via l'oléoduc Druzhba. La Russie a frappé la ville ukrainienne de Dnipro dans la nuit de mercredi, tandis que dans la ville russe de Tuapse, les pompiers luttent depuis 3 jours contre un incendie dans une raffinerie de pétrole suite à une attaque menée par des drones ukrainiens. Les experts mettent en garde contre une catastrophe environnementale. Dans la nuit de mercredi, les forces russes ont attaqué la ville ukrainienne de Dnipro. Des incendies se sont déclarés dans différents quartiers de la ville à la suite de frappes de drones. Un immeuble résidentiel a été endommagé. Selon les dernières informations, 3 personnes ont été tuées. Au moins 10 autres ont été blessés, dont 2 enfants. Dans la région de Jitomir, une femme a été tuée à la suite de bombardements russes visant des infrastructures selon les autorités.
Pendant ce temps, à Tuapse, sur la côte russe bordant la mer Noire, les pompiers luttent depuis 3 jours contre un incendie de grande ampleur qui s'est déclenché à la suite d'une série de frappes menées par les forces armées ukrainiennes. La raffinerie de pétrole de la ville, une des cibles de l'attaque, a pris feu. Les dégâts ont causé une fuite de pétrole en mer. Une nappe couvrant 10 000 mètres carrés s'est formée au large de la côte. Les experts mettent en garde contre une catastrophe environnementale. Les autorités ont exhorté les habitants à ne pas quitter leur domicile et à garder leurs fenêtres fermées. Selon le centre des opérations d'urgence du Kraï de Krasnodar, certaines zones ont enregistré des niveaux de benzène, de xylène et de suie dans l'air 2 à 3 fois supérieurs aux limites recommandées. Hissage du drapeau tricolore et marseillaise, ces soldats français se préparent à leur exercice, une mission de l'OTAN qui se déroule dans la base aérienne de Šiauliai en Lituanie. C'est à bord de 4 avions de combat Rafale qu'ils vont sillonner le ciel balte. Objectif, surveiller et préserver l'intégrité de l'espace aérien des pays baltes face à la présence d'avions militaires russes. For us, the absolute necessity is that there is no escalation. We are here as a defensive posture. We are here to monitor the situation. So we will respect some safety distances. We will adapt our behaviors, being sure that we don't go into escalation and create some situation that we don't want to happen. Ces derniers jours, plusieurs avions russes qui opéraient près de l'espace aérien de la Lituanie, de l'Estonie et de la Lettonie ont été escortés. Depuis 2022, le nombre d'interceptions le long des frontières de l'Europe a fortement augmenté, signe de la montée des tensions dans cette zone stratégique qu'est la mer Baltique. Selon l'OTAN, les avions russes omettent souvent de communiquer leurs plans de vol aux contrôleurs aériens étrangers. « 18 personnes blessées, dont 5 dans un état critique après la collision de 2 trains au Danemark. Le drame a eu lieu sur la commune d'Ilrød, une petite ville à une quarantaine de kilomètres au nord de Copenhague. Les rames se sont percutées à un passage à niveau. La police a reçu l'alerte à 6h30 du matin. La plupart des 37 passagers se rendaient au travail et étaient à bord du train qui roulait vers le sud. Les blessés ont pu être évacués et pris en charge dans les hôpitaux de la région. Des investigations sont en cours pour établir les causes de la collision. Selon un expert des chemins de fer au sein du syndicat danois IDA, une erreur humaine pourrait être à l'origine de l'accident. L'expert évoque la possibilité qu'un conducteur ait continué de rouler sans avoir vu que le signal était au rouge. Une autre possibilité serait que le chef de gare responsable de la signalisation ait autorisé le train à rouler au mauvais moment. En France, une cérémonie d'hommage nationale s'est tenue jeudi à Montauban en mémoire du sergent-chef Florian Montorio. Ce casque bleu de la Finule est mort samedi dernier après avoir été grièvement blessé lors d'une embuscade dans le sud du Liban. C'est l'hommage d'un régiment, c'est l'hommage de l'armée de terre et c'est l'hommage de toute la nation pour ce soldat d'exception. L'adjudant Montorio était un sous-officier parachutiste d'exception. Mercredi, le président français Emmanuel Macron a annoncé la mort d'un deuxième casque bleu, lui aussi décédé des suites de ses blessures lors de la même opération. Cet instant où nous nous apprêtons à rendre hommage à l'adjudant Florian Montorio, je veux avoir une pensée pour son camarade de combat, le caporal-chef Anicet Girardin, du 132e régiment d'infanterie cynotechnique de Suippes, également engagé dans l'opération Daman, qui a succombé hier après-midi des suites des blessures reçues au cours de la même mission. Emmanuel Macron et la Finule ont tous deux imputé l'attaque au Hezbollah. Le mouvement libanais nie toute implication. En Grèce, l'ONG WWF a publié un nouveau guide visant à aider les consommateurs de produits de la mer à identifier plus de 100 espèces de poissons couramment présentées sur les étals. Un outil visant à les sensibiliser à la préservation de la biodiversité marine et à les orienter vers des choix plus responsables de consommation. Πρώτα απ' όλα να ενημερωθεί ο κόσμος, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, να μάθει να επιλέγει σωστά, υπεύθυνα τα θαλασσινά του. Δηλαδή να μάθει ποια ψάρια
πρέπει να επιλέγει σε ποιο μέγεθος, τις σωστές εποχές. Καλό είναι να έχουμε στο νου μας και το κομμάτι το περιβαλλοντικό, γιατί εμείς ή η προηγούμενη γενιά από εμάς πήρε κάτι. Μία θάλασσα υγιή. Πρέπει τουλάχιστον να αφήσουμε ή στο ίδιο σημείο ή σε καλύτερο σημείο. Le guide comprend une section consacrée aux espèces exotiques et parfois invasives, de plus en plus présentes dans les mers grecques en raison du changement climatique et de la surpêche. Όταν δεν γνωρίζεις κάτι και ακούς τη λέξη ξενικό, δυστυχώς υπάρχει μια φοβία. Υπάρχουν πάρα πολλά είδη τα οποία είναι πάρα πολύ γευστικά. Πλέον στις νότιες περιοχές υπάρχουν σε αυθονία και όχι μόνο, έχουν πάει και στην Πελοπόννησο σιγά σιγά και στο Ιόνιο και με πάρα πολύ καλό διατροφικό προφίλ. Certains chefs participent à la lutte contre la prolifération d'espèces invasives en les proposant à la carte, transformant un enjeu écologique en opportunité culinaire. Σε 2 χρόνια, 3 δεν θα έχουμε ούτε ψάρι να πουλήσουμε στα μαγαζιά μας. Οπότε πρέπει σιγά σιγά να εντάξουμε στα μενού τα ξενικά είδη ψαριών, να τα μάθει σιγά σιγά ο κόσμος, να μην δίνουμε στον κόσμο ό,τι μας ζητάει, γιατί δεν γίνεται να το έχουμε αυτό. Δεν γίνεται να έχουμε όλο το χρόνο χταπόδι, δεν γίνεται όλο το χρόνο να έχουμε μπαρμπούνι, καλαμάρι και όλα αυτά. Οπότε πρέπει να προσαρμόσουμε τα μενού μας με ξενικά είδη και σιγά σιγά να τα μάθει όλος ο κόσμος. Τα τελευταία 50 χρόνια έχει διπλασιαστεί η παγκόσμια κατανάλωση ψαρικών, ενώ τα αποθέματα μειώνονται. Ο οδηγός υπεύθυνης κατανάλωσης μας βοηθάει να κάνουμε βιώσιμες επιλογές, ενώ την ίδια ώρα συμβάλλουμε στην προστασία των θαλασσών. Από την Αθήνα για το Euronews, Απόστολος Τάικος.